homme sur 2 est une femme. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a progressé, mais tarde encore à se concrétiser. En raison de freins sociopolitiques et culturels, ce sujet n'est devenu une politique publique à part entière que récemment. Qu'en est-il dans la fonction publique ? Que nous apprend la recherche sur ce sujet ? De quelles inégalités parle-t-on ? Dès les premières étapes éducatives, des chercheurs ont constaté la persistance de stéréotypes sexués, enfermant à l'école les filles dans des filières jugées conformes aux qualités féminines de soumission et de docilité. Cette ségrégation éducative se retrouve dans un inégal accès aux filières du supérieur et notamment aux grandes écoles d'administration. En 2020, seuls 37% de lauréats au concours d'entrée de l'ENA étaient des femmes. Et ensuite, ces inégalités se retrouvent dans la sphère professionnelle. Dans la fonction publique en 2017, les femmes gagnent 16,4% de moins que les hommes. Une partie de cet écart salarial s'explique par le fait qu'elles sont beaucoup plus souvent à temps partiel. Et ensuite, dans la fonction publique d'État en 2020, seul un tiers des emplois supérieurs étaient occupés par des femmes. Si ce chiffre de cadre est supérieur à celui du secteur privé, la probabilité pour une femme d'accéder aux 10% des emplois les mieux rémunérés de la fonction publique est néanmoins toujours nettement inférieure, moins 41%, à celle des hommes, montrant l'existence d'un plafond de verre. Au-delà des chiffres, c'est une culture de l'inégalité qui persiste, basée sur 2 formes de ségrégation. La ségrégation horizontale, qui désigne la sous-représentation des femmes dans des secteurs et métiers les plus rémunérateurs, et la ségrégation verticale, qui désigne la sous-représentation des femmes dans les postes les plus élevés de la hiérarchie. Une fonction publique pensée par et pour les hommes ? Dès 1990, la sociologue américaine Joan Hacker introduit la notion d'organisation genrée, démontrant que le genre détermine les pratiques organisationnelles. Dans la haute fonction publique, plus les emplois sont élevés dans la hiérarchie, plus le modèle majoritaire de présentéisme sans limite s'impose. La disponibilité permanente se confond avec la performance au travail et est érigée en norme professionnelle. Or, cette norme se heurte à un partage déséquilibré des tâches domestiques au sein des couples, notamment avec enfants. Cela rend difficile pour les femmes la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, dont elles portent majoritairement la charge mentale. De nombreuses femmes énarques ont témoigné de leur culpabilité face aux stéréotypes du modèle de disponibilité extensive de la haute fonction publique. Une administration historiquement sexiste ? Retour en arrière. La féminisation de l'administration a lentement progressé depuis la fin du XIXe siècle. À partir de 1887, l'arrivée de la machine à écrire dans les ministères génère de nombreux recrutements de femmes dactylographes, entraînant le développement de stéréotypes sexistes. Lors de la Première Guerre mondiale, les femmes remplacent les hommes partis au front. Elles intègrent l'enseignement, les laboratoires de recherche, les PTT, les préfectures, les mairies et même les cabinets ministériels. Et si l'armistice sonne le glas de cette entrée des femmes dans l'emploi public, le travail féminin a néanmoins été mis en lumière. En 1930, la féminisation de l'administration publique se développe, mais reste cloisonnée. L'ENA, bien couverte depuis sa création aux femmes en 1945, n'accueille que 4% de candidates entre 1945 et 1970. En 1972, une première loi pose le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. 6 femmes sont nommées au gouvernement entre 1974 et 1976. Et en 1981, Yvette Chassagne est la première femme nommée préfet. La même année, Yvette Roudy fait voter une loi reconnaissant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics. Mais il faut attendre 10 années de plus pour qu'une femme soit nommée première ministre. Et plus récemment ?
Au début des années 2000, plusieurs dispositifs contraignants sont instaurés. Parmi eux, des quotas de sexe visant à la parité sont mis en place dans les jurys de recrutement. En 2012, la loi Sauvadet impose aux 3 versants de la fonction publique une proportion minimale de personnes de chaque sexe aux primo-nominations aux emplois supérieurs et de direction. Une pénalité est prévue en cas de non-respect. Une nouvelle étape est franchie avec l'accord du 30 novembre 2018 qui prévoit la mise en œuvre par les employeurs publics d'un plan d'action appliqué à 4 domaines. Les écarts de rémunération, un accès égal à tous les emplois, favoriser l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention et le traitement des discriminations sexistes. Là encore, le non-respect de ces obligations expose les employeurs à une pénalité. Les employeurs peuvent par ailleurs s'engager dans une démarche de labellisation et, dans ce cadre, établir des diagnostics comparant concrètement la situation respective des femmes et des hommes. Des exemples de pays inspirants ? En tête depuis 12 ans du classement de la parité du Forum économique mondial, l'Islande est un exemple probant de lutte contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. En 2020, le pays pouvait se vanter d'un écart salarial historiquement bas de 12,6%. De plus, depuis 2018, il est devenu le premier pays au monde à appliquer l'inversion de la charge de la preuve. Ce sont désormais aux organisations publiques de prouver qu'elles appliquent correctement une égalité des salaires sous peine de sanctions financières. L'Islande a également choisi de lutter contre les stéréotypes de genre en mettant en œuvre des cours obligatoires dédiés à ces thématiques dès le lycée. Pour lutter contre les inégalités professionnelles, la Suède met en œuvre un congé parental d'une durée de 390 jours, ouvert aux 2 parents et à répartir jusqu'aux 8 ans de l'enfant. 2 mois non transférables doivent être pris par le père. Dans la même veine, le Danemark a mis en œuvre d'amples modulations horaires dans les plus hautes fonctions ministérielles, permettant aux femmes et aux hommes de faire varier leurs horaires professionnels en fonction des heures de sortie des écoles. Enfin, la Suède et le Danemark ont entrepris une démarche intégrée de la lutte contre les inégalités professionnelles, nommée Gender Mainstreaming. Cette démarche systématise une évaluation en amont de chaque nouvelle action publique à l'aune des enjeux d'égalité de genre. En France, l'égalité professionnelle dans la fonction publique progresse lentement depuis 2 siècles. Faudra-t-il attendre encore 2 siècles pour résorber les inégalités qui résistent ?